Vous dites être rebelle à l'intérieur du système. Hein. Ouais. Donc c'est d'une part cette exigence énorme méthodologique pour pouvoir aborder l'autre. Donc l'obligation d'avoir une rigueur peut-être encore plus grande qu'on pourrait l'avoir dans d'autres contextes, parce que comme on a un point de vue qui n'est pas le point de vue majoritaire, ben, il faut construire quelque chose qui tienne la route. Donc on va dire d'une certaine manière une exigence, je mets des guillemets, d'objectivité accrue, et en même temps, ce qui peut paraître comme un paradoxe, en fait un certain engagement, souvent parce qu'on prend un certain point de vue, et donc il vous a même mené à parler pendant tout un temps du fait que votre anthropologie du droit, donc vous ne parlez pas encore de l'anthropologie de la juridicité, mais c'était une anthropologie politique du droit. Et donc, alors ce qui peut paraître très paradoxal à certaines personnes qui disent, mais alors c'est engagé, donc c'est pas objectif, c'est pas scientifique. Et donc, et quel est le lien, on va dire, entre ces deux aspects? C'est aussi cet autre aspect, donc que vous avez beaucoup élaboré par la suite, qui est celui de la contemporanéité. On s'intéresse aux questions ici et maintenant. Ouais. Et je me rappelle, au DEA d'études africaines, anthropologie du droit, une des premières questions que le chercheur doit toujours se poser, à qui ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et il faut se poser ces questions-là. Et la responsabilité de chercheur n'est pas uniquement, surtout en sciences sociales, de faire avancer la recherche donc pour sa communauté académique à laquelle il appartient, mais il a aussi un devoir, une responsabilité face à la société plus large. Et donc la question que j'aimerais vous poser maintenant, et donc on peut faire aussi le lien en fait par rapport à toute l'approche diatopique et dialogale, hein, qui est on peut construire quelque chose de rigoureux au moment où on reconnaît aussi le positionnement dans lequel on se situe. Et si on occulte ces positionnements sous un couvert d'objectivité ou d'une apparence peut-être plus scientifique, en fait, c'est là qu'on fait passer des choses qui sont parfois beaucoup plus biaisées et difficiles à démonter. Ce qu'il faut voir, c'est que une chance absolument exceptionnelle dans une vie de carrière, dans une vie de chercheur, c'est de participer à la fondation d'une science, d'une discipline. On peut dire que au moment où j'arrive dans la dynamique, il n'y a quasiment rien qui existe. Et Michel Alliot, alors nous travaillons à l'époque avec Raymond Verdier, mais Raymond Verdier va très rapidement prendre ses distances avec Michel Alliot et partir vers une anthropologie historique du droit. Donc développer une histoire du droit dans laquelle la dimension africaine est tout à fait fondamentale, mais Raymond Verdier va rester dans une perspective beaucoup plus classique, relativement proche des pratiques des chercheurs de la période coloniale, sans en avoir les ambiguïtés idéologiques, disons. Hein, au contraire, hein, il va être clair sur ces points-là, mais Raymond Verdier ne va pas chercher à innover. Michel Alliot non plus ne va pas chercher à innover. Non seulement il ne va pas chercher à innover, mais il ne se préoccupe pas beaucoup des problèmes, je dirais même peut-être vraiment pas du tout, hein, des problèmes de méthodologie. Michel Alliot poursuit un certain nombre d'intuitions qui sont extrêmement fertiles et qui vont donc qui ont cette beauté du mythe qui permet de dépasser les apparences de l'impossibilité de sortir de sa propre expérience, son propre discours. Moi, je me rappelle les premières fois où Michel Alliot m'a demandé de prendre des positions intellectuelles. 68-69, jeune assistant, hein, j'ai l'obligation de prendre des positions, mais je dis à Michel, mais je ne suis pas habilité. Ah, j'ai rien à dire. Il me dit si, c'est au fond de vous-même, simplement vous ne l'avez pas encore conceptualisé d'une manière suffisamment volontaire pour que ça vienne quelque chose d'agissant, qui soit une force. Donc Michel m'a mis dans la position dans laquelle je devais prendre des positions et créer une discipline m'est apparu un challenge, un défi absolument passionnant bon, que je continue à relever encore maintenant. Mais on est là en face d'une exigence de scientificité
Alors effectivement, une scientificité qui va prendre progressivement des bases euh, assez originales, même avec des ruptures qui vont devenir de plus en plus importantes. Vous l'avez signalé, on arrive dès la fin des années 70 à pratiquer une anthropologie politique du droit. En 1980, je participe à la fondation de la revue politique africaine, dont je vais être un des directeurs par la suite. Donc ça veut dire que j'ai des implications, disons. Et puis, à la fin des années 70, la grande aventure du foncier qui jusque-là était restée close, ah oui, à peu près close à l'intérieur du laboratoire, parce qu'il fallait inventer les catégories analytiques, les référents conceptuels, les, les systèmes d'interprétation qui permettaient de comprendre cette logique à l'état pratique en respectant sa logique communautaire et en voyant comment elle pouvait effectivement se décliner. Donc, à la fin des années 70, on a quasiment maîtrisé tous les outils, à cette réserve près que ça n'intéresse personne. J'ai écrit 2 bouquins à l'époque, ils ont été refusés par des éditeurs, trop longs, trop compliqués, pas au goût du jour. Pas au goût du jour. On est en plein développementalisme et nous, au contraire, on est en train de voir comment on peut, en partant des catégories émiques au sens anglophone, de l'intérieur, construire un type de dispositif en phase avec les besoins les plus quotidiens, mais aussi les plus exigeants de la vie en société contemporaine. Donc, à cette époque-là, il y a à la fois une très belle réussite, et puis des échecs, non moins évidents, puisqu'il y a un rejet. Alors, à ce moment-là, je m'associe avec Émile Lebris, parce que moi j'ai toujours travaillé en groupe, hein. Je n'ai jamais travaillé tout seul. Et donc, on va lancer le réseau sur la question foncière en Afrique noire, qui va devenir la PREFA, qui va inventer les nouvelles formes d'expertise sur le foncier, qui vont nous donner, sur le plan de l'analyse anthropologique, une totale crédibilité, je pense. En tout cas, quand je vois la manière selon laquelle certains lecteurs réagissent à mon dernier bouquin, La Terre de l'autre, je pense qu'effectivement, au bout de 40 ans, on est effectivement arrivé à une certaine maîtrise, disons, à la fois sur le plan conceptuel et épistémologique, et aussi au niveau des méthodes et des techniques. Donc, à mon avis, on a plutôt bien relevé le défi. Mais la grande limite, c'est que ça reste une très grande discrétion. Il est très clair que moi, en tout cas, je n'ai jamais été entendu. Il faut être dans ses bottes, comme on dit dans une expression un peu politique. Hein. Il faut quand même à certains moments savoir ce qu'on veut et aller jusqu'au bout de ce qu'on a entrepris. Et quels sont les enjeux et quelles sont les choses que peut apporter donc cette discipline, ce regard? Vous dites souvent que pour vous, ce n'était pas une discipline, c'était une manière de voir, une manière d'aborder les questions. Si vous venez de dire en fait ce que je voulais essentiellement développer, c'est que finalement, nous sommes bien au-delà d'une discipline. Nous sommes peut-être même bien au-delà d'une pratique scientifique si on reste à l'intérieur de ce qu'on appelle l'épistémologie de la transparence, c'est-à-dire qui suppose que toutes les données sont susceptibles d'être identifiées, maîtrisées, mesurées, organisées, argumentées, et que par le biais de l'hypothétique, donc là, en posant des hypothèses, on arrive à une thèse, et que tout cela se fait d'une manière, donc je dis, transparente et susceptible d'être entièrement démontée, discutée, etc. Ceci est, pour ce qui concerne en tout cas, tout un ensemble de démarches, et pour ce qui concerne la question de l'anthropologie de la juridicité, absolument illusoire.
Et dès le début des années 80, on s'est rendu compte, lorsqu'on a voulu transposer nos travaux, en particulier donc sur la justice africaine, hein, ceux des années 70 à Brazzaville, dans des contextes européens et français, donc on s'est mis à travailler sur la justice des mineurs. Et là, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas travailler en appliquant les standards de la démarche scientifique. On s'est mis à pratiquer de l'épistémologie de l'opacité. C'est-à-dire qu'on a considéré le cabinet du juge des enfants comme une boîte noire. Qu'est-ce qui se passe? On était en face de tout un ensemble de stéréotypes, de caricatures. Et cette expérience-là, en fait, je l'avais déjà connue naturellement dès le point de départ de mes 13 ans, peut-être, l'annonce de la chute de Dien Bien Phu, mais progressivement, c'est devenu quelque chose d'absolument insupportable, disons. Et il fallait donc essayer de l'aborder d'une manière frontale. Et l'objectif a donc été d'aborder cette épistémologie de l'opacité en essayant de lui donner ses exigences, ses contraintes. Et ce qui fait que l'anthropologie juridique est un point de vue sur les phénomènes sociaux qui considèrent la multiplicité des appartenances, des modes de régulation, des logiques et finalement l'extrême complexité des solutions à laquelle aboutissent les êtres humains pour vivre en société. Et en disant ceci, je ne désigne aucun champ particulier, je suis au contraire à la croisée de tout un ensemble d'expériences qui vont de la philosophie à la science politique ou à la polémologie en passant par des tas de choses comme cela, parce que ce qui me paraît de plus en plus de l'ordre de l'exigence, c'est de sortir des cloisonnements, de tous les cloisonnements, et en particulier des cloisonnements disciplinaires qui peuvent être une très très grande intolérance, tant en rapport avec les autres qu'à la capacité de poser de nouvelles bonnes questions, que donc il faut se situer dans une perspective qui est celle de se laisser interpeller par son objet et par le type d'altérité qui est à un moment donné invoqué, évoqué, impliqué dans ce sur quoi nous sommes en train de travailler, et puis aller jusqu'au bout des questions qu'il pose, en sachant que ce ne sont pas les réponses qui sont difficiles, ce sont les questions. Et c'est là où la question devient de plus en plus importante. Je me suis aperçu en rédigeant cet ouvrage, La Terre de l'autre, que donc j'ai rédigé en 2010, en quelques mois, 400 pages, c'est sorti comme ça, qu'une bonne partie des réponses, je les avais dans ma thèse d'État en droit en 1970. J'avais les réponses, mais je n'avais pas en 1970 les questions qui allaient avec. Il m'a fallu 30 ans pour arriver à trouver les bonnes questions qui mettaient en forme des questions qui m'étaient données, mais personne, moi pas plus que d'autres, n'avions réussi à aller jusque là où on sort des standards de raisonnement usuel pour entrer dans une reconnaissance de ce qui fait l'autre dans son altérité. Pas dans ce que nous voulons qu'il devienne, dans ce qu'il est lui, et donc dans la capacité qu'il y a à nouer cette relation dialogale, qui ne peut être saisie que parce qu'il y a l'exigence diamutique, la confrontation des représentations, des systèmes de représentation, qui va pouvoir véritablement nous permettre d'imaginer les raisons pour lesquelles chacun est dans son originalité et comment on va pouvoir construire ces ponts que je théorise actuellement à travers le paradigme de la complémentarité des différences. Je suis en plein là-dedans. Peut-être un autre élément, je crois, qui est important pour les auditeurs qui écouteront. Donc on a évoqué que vous avez parlé certainement d'une anthropologie politique du droit, et votre ouvrage aussi s'intitule Une anthropologie dynamique du droit. Oui. Je crois que c'est extrêmement important, parce qu'en vous écoutant, si on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants de la démarche, on pourrait se dire, bon voilà, alors finalement on retombe dans un essentialisme de l'autre, comme ça qu'il faudrait découvrir dans son originalité, etc. Alors qu'au contraire, c'est
un peu l'inverse que vous faisiez, puisque c'est à chaque fois comprendre l'autre dans toute sa complexité, mais qui signifie aussi dans toute sa contemporanéité et aussi dans toutes ces relations dans lesquelles il est inséré, qui sont autant pré-modernes, modernes, post-modernes, Voilà. etc. Donc, pourriez-vous nous dire un peu plus sur cet aspect-là, donc du caractère donc, éminemment dynamique et de l'importance de cette approche dynamique? Dans le jeu des lois, qui est donc un moment de théorisation particulièrement important, je cite Debussy qui dit « Tout change, et la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. » Donc, pour nous, nous sommes dans des systèmes qui sont en totale instabilité, qui sont en perpétuelle recomposition. Et donc, cette complexité est une complexité dynamique parce que nous ne pouvons jamais nous satisfaire d'un type de savoir que nous pourrions considérer comme canonique, reconnu, stabilisé. Non. Nous sommes constamment en train, parce que un des paramètres du jeu des lois a changé, dans des situations de type complètement neuve. Donc le dynamique est au cœur de tout ça. Dans les années 60, quand les choses sont en train de se mettre en place, dans les universités françaises, on est structuraliste ou marxiste. Et bon, Michel Alliot ne pouvait pas être marxiste sans qu'il... Mais non, il ne pouvait pas être marxiste, donc il était assez proche du structuralisme, sans que ce soit pour lui véritablement un véritable choix. Ça restait dans des références implicites. Si bien que moi, par exemple, lors de ma soutenance de thèse, le doyen Carbonnier va me dire « Mais, monsieur Leroy, vous êtes structuraliste dans votre démarche. » Et moi, je vais le regarder et je vais être comme un élève tapé avec une règle par l'instituteur parce qu'il a fait une faute. Hein. Je vais me sentir là, tout d'un coup, saisi par... Mais bien sûr, je suis structuraliste. Et cette prise de conscience en 70 d'une implicite et qui n'était pas digne d'un véritable chercheur va me pousser à travailler le plus rapidement possible, disons, vers des voies autrement plus dynamiques, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et en particulier, je vais travailler sur les travaux de Sally Fakhmour, d'une approche processualiste, Sally montrant dès la fin des années 70 qu'on peut à la fois être structuraliste et processualiste, que ce sont en fait deux temps d'une même démarche, et qu'il faut d'abord être structuraliste pour poser les données dans leur géographie, dans leur identification de leur forme, leurs appartenances, leurs relations, et puis ensuite comprendre comment ces montages fonctionnent, se transforment, et obéissent à toutes ces dynamiques qui vont faire véritablement l'intérêt le plus fondamental de notre anthropologie du droit. Donc on restera structuraliste au niveau des apprentissages de base, mais fondamentalement, ensuite, elle va s'ouvrir à une anthropologie processualiste, et le jeu des lois, avec le modèle même du jeu des lois, va montrer comment on peut être le plus processualiste possible. Et donc en comprendre les virtualités pour chacun des acteurs selon les types d'enjeux, les règles du jeu qu'il va imaginer. Et donc on va se trouver dans un pluralisme juridique évidemment de très proche du pluralisme radical développé par nos amis canadiens, Jacques Van der Linden, etc. Quoi, mais ce qui pour moi m'était apparu comme le plus étonnant, hein, c'était 1970, mais Monsieur Leroy, vous êtes structuraliste. Ouais. Et en même temps, je dirais que parfois, il m'est retrouvé, durant les années 80, j'ai beaucoup travaillé avec des chercheurs
Émile Lebris par exemple. Toute cette génération de chercheurs était très influencée par le marxisme. Hein. Et donc moi je travaillais avec eux, je travaillais avec Francis Snyder, qui était marxiste, qui est marxiste peut-être encore d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé très passionnant de travailler avec eux, moi n'étant pas marxiste, mais il m'est arrivé d'être traité de marxiste par mes collègues américains. Et en particulier, le beau colloque de Bellagio qui signe la naissance du mouvement du legal pluralisme en 1981 ou 2. Donc moi, je présente une communication qui est considérée comme marxiste, selon des présupposés qui montrent que les Américains n'avaient pas compris grand-chose au marxisme réel. Et ça, c'est surtout Francis Snyder qui le dira par la suite. Voilà. Alors peut-être pour conclure, ouvrir, on va dire, la belle discussion qu'on a pu avoir, on se situe dans le présent, dans la contemporanéité, on va dire. Mais donc par rapport à la démarche, quand même, sur une bonne quarantaine d'années, plus, même une cinquantaine d'années, on peut dire pratiquement. Donc, quel est pour vous peut-être donc rétrospectivement, hein, donc les apports, autant individuels que collectifs, que vous pensez, donc que l'anthropologie va vous apporter ou apporter ceux avec lesquels vous étiez en contact, et en prospective, comment est-ce que vous voyez des potentialités dans le futur? C'est au-delà de la sagesse, une espèce de sentiment d'une richesse à laquelle on est arrivé et que l'on va pouvoir faire partager. Et donc, mon plaisir actuellement, c'est d'aller rencontrer les étudiants et prendre 1 heure, 2 heures, les sortir de leur gang, faire ces petites fêlures dans leur système de référence qui vont leur permettre de comprendre que derrière les illusions, il y a quelque chose, il y a une quête dans laquelle ils peuvent partir et qui va les amener à quoi? À être eux-mêmes, à se découvrir eux-mêmes. C'est ça la grande richesse de la démarche, une démarche anthropologique, quel est le droit ou d'autres supports, c'est reconnaître à travers autrui ce que l'on est soi-même, l'ensemble des richesses dont on dispose pour être en commerce avec tous les autres. Et c'est là, si vous voulez, où je me sens tout à fait contemporain de ce qui se passe, parce que je vois bien combien autour de nous ces expériences-là sont mal perçues, difficiles à reconnaître, mais en même temps que le monde, l'univers, a besoin de ce type de démarche. Nous sommes peu nombreux, c'est difficile, mais c'est toujours Guillaume le taciturne. Il ne suffit pas de commencer ni de continuer pour persévérer. Voilà. Bon, il faut donc que nous persévérions dans notre démarche. Il n'y a que comme ça que nous pouvons véritablement assumer notre qualité d'être humain. C'est donc au-delà de la reconnaissance de la richesse, on va dire, de la vie. Moi, j'aime beaucoup dire la vie, citant un peu Robert Vachon, en changeant un peu, beaucoup dire la vie n'est pas un vide à remplir, mais c'est une plénitude à découvrir. Mais en même temps, je crois l'autre chose que vous avez apporté, c'est cette, vous le disiez, je crois, dans vos cours, si je me rappelle bien, c'était toute question doit pouvoir être posée. Toute question doit pouvoir être posée. Toute question heuristique doit pouvoir être posée. Mais après, il faut aussi qu'on s'attelle à la construire de manière intelligente. Et plus la question est, entre guillemets, hors des sentiers battus, plus il faut être rigoureux pour la construire. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup interpellé, parce que parfois, comme vous le disiez au départ, admettons qu'on est un peu rebelle, etc., on peut être rebelle sans l'exigence, justement, de la discipline, en même temps qu'essaie de dire, oui, mais d'accord, mais est-ce que je prends ça maintenant au sérieux? Est-ce que je persévère? Est-ce que j'essaie de creuser? Est-ce que je me remets en cause dans la démarche, etc. Et donc, au-delà de la démarche scientifique au sens uniquement scientifique, donc même au niveau existentiel personnel, je trouve que ça, c'est un des enseignements, enfin, peut-être pour moi, les plus profonds, qui est de dire, oui, découvrir tout ça, mais en même temps, l'assumer aussi, donc avec tout le travail que ça va impliquer, tous ces désarmements. Bon, moi, j'ai parlé en termes de désarmement culturel, mais tous ces désarmements, qu'est-ce que ça nous oblige à faire, individuel, collectif? Et pour moi, donc ça, c'est un des éléments vraiment dans votre travail que j'ai vu un peu comme témoignage de nombreuses personnes qui sont passées par le laboratoire. C'est vraiment cette liberté de ne pas être censuré au départ,
de pouvoir poser les questions, de pouvoir explorer les questions, et de ne pas être censuré par la suite, mais d'être soumis quand même à ce critère de est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est construit de manière solide? Oui. Et d'accepter de n'avoir que des réponses très partielles qui se façonnent, qui se développent dans le temps et qui deviennent de plus en plus... cette question du droit et de la juridicité, elle est dans mon interrogation de mes 18 ans. Et je commence maintenant, à 71 ans, à trouver des réponses qui me paraissent mieux tenir la route. Mais j'hésite encore à écrire le bouquin que je commence à avoir en tête, parce que je ne sais pas si c'est pas encore un peu tôt d'écrire ce bouquin qui va effectivement forcément formaliser et proposer des limites, des lignes en tout cas, mais parfois des limites, des frontières qui sont à ce moment-là un choix qu'assume le chercheur, mais l'anthropologue dit non, c'est encore plus compliqué, plus riche. Il y a tellement plus de potentialités que de toute façon il faudrait plusieurs réincarnations pour réussir à y arriver. Vous en savez quelque chose.